Bonjour à tous et à toutes. Donc à la question doit-on enseigner aux professionnels de santé des gestes ne relevant pas de leurs compétences mais qui ont besoin sur le terrain, notre réponse à nous deux est oui. On va essayer de vous exposer un peu nos arguments. Je vais dans un premier temps plutôt vous présenter l'environnement et le docteur Bartier présentera plutôt les aspects techniques de terrain. Donc premièrement, on l'a un petit peu dans l'introduction, un cadre législatif qui est rigoureux. Le Code de santé publique prévoit que les atteintes à l'intégrité du patient ne peuvent être que du ressort médical. Et donc ce cadre n'a pu être dérogé que récemment avec un certain nombre de professions. Et ces professions sont définies avec une liste d'actes qui relèvent de rôles propres. Donc on peut citer le cas des infirmiers, le cas des masseurs-kinésithérapeutes. J'ai mis des points de suspension pour d'autres professions qui sont dans ce cadre-là. Mais pour toutes les autres professions de santé, on est dans un flou, avec des référentiels de formation, des référentiels de compétences, mais parfois des référentiels de métiers qui sont inexistants. C'est par exemple l'exemple des ambulanciers, où on n'a pas de référentiel métier existant. Donc à ce jour, il existe un décalage entre les besoins de terrain et les besoins de formation. Ce décalage, il a tendance à se renforcer parce qu'on est dans un environnement médical qui est en mouvement. Il y a des réformes institutionnelles, notamment la loi Hôpital Patient Santé Territoire, qui a amené des réajustements en prévision des besoins des patients, mais qui n'a pas obligatoirement mesuré l'impact direct ou indirect sur le fonctionnement des métiers. Je veux pour preuve l'éloignement des structures hospitalières dans la loi HPST va conduire inexorablement à l'augmentation du nombre de transports sanitaires. Le fait de réduire les durées d'hospitalisation va obliger à sortir de structures hospitalières des patients plus lourdement appareillés. Par quel moyen, par quel vecteur? Il y a une mutation qui est permanente, et cette mutation permanente, elle s'est aggravée cette dernière décennie. On demande beaucoup plus de technicité, beaucoup plus de pluridisciplinarité, avec des professionnels qui sont pas obligatoirement prêts, et en tout cas avec des programmes de formation qui sont assez rigides et figés. La population vieillit. Alors cet impact, il est double, il est à la fois en nombre de personnes âgées, et également en durée de vie. Avec un phénomène qui est complètement nouveau, c'est qu'on reproche beaucoup aux familles de ne pas s'occuper de leurs aïeuls, mais parfois les enfants sont aussi âgés et aussi malades. Quand vous avez une dame qui a 96 ans, et sa petite fille en a peut-être 70, et peut-être elle également malade. Donc on va reporter la responsabilité sur l'arrière-petite-fille, ça devient très compliqué. Et puis on a l'émergence des nouvelles pathologies, les nouveaux enjeux liés au vieillissement, et les nouveaux enjeux liés à la dépendance. L'hospitalisation à domicile, et notamment dans les grandes villes, a augmenté l'appareillage médical autour du patient. Il n'y a pas obligatoirement d'accompagnement des professionnels à ça. C'est-à-dire que quand l'infirmière vient en effet organiser les soins, elle est dans un environnement qu'elle connaît. Quand elle va donner par contre la responsabilité de ce patient lourdement appareillé à l'aide à domicile ou à l'ambulancier pour un transport, lui, il n'est pas obligatoirement préparé pour le faire. Le développement de l'ambulatoire va amener des parcours de soins qui se complexifient, des parcours de soins qui vont demander de l'hypertechnicité, une pluridisciplinarité et une problématique d'approche globale. Alors, toutes ces problématiques viennent également du fait que la mutation a déjà commencé. On est en train de parler de quelque chose qui nous impacte déjà au quotidien dans notre travail. On parlait tout à l'heure de la loi HPST. L'article 51 de cette loi HPST inclut déjà la notion de pouvoir sortir des cadres des formations. Donc je cite vraiment la partie de la loi qui est la démarche de coopération a pour objet d'opérer entre eux, donc entre les professionnels de santé, des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser les modes d'intervention auprès du patient. Donc cet article peut déjà être appliqué. Dans le texte, il y a un certain nombre de garde-fous qui ont été mis. Premièrement, on précise que les tâches peuvent être réparties autrement. On précise que les métiers peuvent être amenés à être évolués, à être modifiés. Et également, il y a des garanties juridiques. Donc, les garanties, elles sont posées par la loi. Il faut que ces protocoles soient validés par l'HAS avec un avis conforme. Il faut qu'on précise quel est le protocole, quel est l'objet, quelle est la nature, quel est le lieu, quel est le champ d'intervention. Il faut qu'il y ait l'intervention d'un arrêté d'un directeur de l'ARS. Il faut qu'il y ait vérification de la réponse à un besoin de santé existant. Et il faut prévoir l'information du patient. Donc, actuellement, c'est prévu dans le cadre législatif. Que se passe-t-il si on le met en application? Comment on va pouvoir nous mobiliser ces nouvelles compétences sur nos formations?
Un exemple concret, c'est les recommandations sur les bonnes pratiques de l'accident vasculaire cérébral, donc vous êtes tous au courant. Le guide de bonnes pratiques a été distribué à tout le monde, qui précise un élément nouveau. Donc il apparaît donc important de préconiser l'évaluation de la glycémie capillaire devant toute suspicion d'AVC. La réalisation de ce test devrait pouvoir être effectuée par les premiers secours non médecins après une formation adéquate. Donc, si on veut appliquer cette recommandation, comment fait-on dans nos formations initiales? Il y a également un autre élément qui va modifier nos paramètres de formation, qui sont les évolutions technologiques d'équipement. Toujours sur la glycémie capillaire, depuis l'arrêté de février 2009, les ambulances de type B et de type C doivent avoir un lecteur de glycémie. Est-il logique qu'on ait un lecteur de glycémie et qu'on ne forme pas les élèves à savoir s'en servir? Enfin, tout fraîchement, pour vous montrer que vraiment on est en pleine mutation, tout fraîchement, il y a eu un rapport qui a été remis par une commission au ministère de la Santé, donc qui a été remis en janvier 2011, sur l'évolution des métiers et les niveaux de métiers de niveau intermédiaire. La première proposition de ce groupe de travail est de dire qu'il faut changer l'enchaînement diplôme-métier pour partir sur un enchaînement qui est besoin de la population, activité du professionnel, compétences nécessaires, métier défini, formation, donc diplôme. Donc actuellement, on est vraiment dans une réflexion à l'inverse de la problématique que l'on se pose sur ce débat. Moi, je vais donner le point de vue de l'intervenant de terrain, en particulier du médecin régulateur qui est confronté à la réalité des choses, c'est-à-dire une désertification médicale qui est de plus en plus importante et dans une certaine mesure paramédicale, je pense notamment au sens infirmier du terme, et on est obligé de travailler au quotidien avec des personnels qui n'ont ni la formation ni la compétence, je reviendrai sur ces mots peut-être après, alors que j'en ai besoin, qu'il est 3 heures du matin et que je n'ai pas d'autre solution. Je reviens juste sur la notion de compétence, parce qu'on est confronté à un double problème de compétence. La compétence peut s'entendre au sens premier du terme. C'est un sens essentiellement juridique, c'est-à-dire avoir l'autorité juridique, administrative ou réglementaire pour faire quelque chose, l'autorité du maire, l'autorité d'un préfet, etc. Et puis d'autre part, il y a une autorité technique, c'est-à-dire en fait la capacité, l'habileté à pratiquer un art, c'est la définition du Robert, ou à réaliser une technique, c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais si je demande à un professionnel de santé non habilité à faire un acte dans la réglementation actuelle, eh bien j'ai un double engagement de responsabilité. Moi, du médecin qui le demande, nul n'est responsable que de son propre fait, et du professionnel de santé à qui je demande de le faire et qui accepte, parce que je suis médecin, il ne le discute pas. Ce qui fait qu'on est face à des populations assez diverses qui peuvent être compétentes juridiquement, mais incompétentes techniquement, ça se trouve. La deuxième, qui est celle qui nous concerne le plus, qui sont des gens compétents techniquement parce que, pour des tas de raisons, ils ont appris à faire un geste, c'est le problème de valorisation de compétences, par exemple, mais qui sont incompétents juridiquement. Et puis l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir des gens qui aient la double compétence, à la fois juridique et technique. Je liste comme ça, c'est une liste tout à fait non exhaustive, effectivement, de gestes qu'on demande. Je pense notamment aux secouristes, aux pompiers, aux ambulanciers. On a déjà évoqué le problème de la glycémie au doigt, qui est responsable du Panari après derrière. La défibrillation, je pense à la défibrillation manuelle. Dans tous les services de cardiologie que j'ai connus et de soins intensifs, les infirmières, alors que les nouveaux décrets n'étaient pas sortis, pratiquaient et avaient appris à utiliser un défibrillateur manuel. Ça existe d'ailleurs toujours actuellement dans les faits, alors que le décret ne prévoit que l'utilisation d'un défibrillateur semi-manuel. L'extubation en salle de réveil doit être fait par une IDE ou une IAD. C'est un débat qui agite toujours actuellement le Landerneau. La pose d'alternatives à l'intubation, comme les fast track par exemple, qui sont de plus en plus pratiquées dans un cadre réglementaire qu'on ne sait pas très bien cerner. La réalisation d'un électrocardiogramme, moi j'aurais besoin qu'un ambulancier puisse faire un électrocardiogramme, alors que cet même ambulancier a l'appareil, il a même souvent le moyen de télétransmission de cette information, mais on ne lui a jamais appris à poser des électrodes, et bien sûr on pourrait le faire, mais dans quel cadre on se situe, et comment procéder, puisqu'il y a un double problème. Il y a à la fois la compétence juridique, j'en ai parlé, mais aussi après la formation qui va avec, je reviendrai sur ce point après. Changement d'un flacon de perfusion, quelques histoires de chasse intéressantes sur des détours faits par des ambulances juste pour changer un flacon de perfusion parce que l'ambulancier n'a pas le droit de les changer. Le pouce-seringue électrique, j'en passe, il y en a beaucoup comme ça.
Les bases réglementaires, je passe rapidement dessus parce qu'on les a évoquées. Hein. Il y a les décrets de compétences, alors c'est vrai pour les professions qui en disposent, alors toutes les professions n'en disposent pas, et même dans les décrets de compétences, il y a des choses parfois un petit peu floues. Par exemple, en situation d'urgence, l'infirmier ou infirmière entreprend tout geste conservatoire utile à la survie du patient, mais encore. Et dans quelle mesure elle sait ou il sait qu'il ne dépasse pas sa capacité technique à faire quelque chose. Les protocoles de soins d'urgence. Très curieusement, d'ailleurs, dans les textes, si vous relisez l'article qui correspond au protocole de soins d'urgence, il est de la responsabilité de l'infirmier ou de l'infirmière de demander la réalisation ou l'écriture de ce protocole de soins d'urgence chaque fois qu'il l'estime nécessaire. C'est un petit peu curieux, on aurait pu penser que ce soit la responsabilité du médecin qui, chaque fois qu'il l'estimait nécessaire, mette en place ce type de protocole de soins d'urgence. Et le texte n'est pas contraignant en termes de formation, de validation. Quelle est la place de la valorisation des acquis dans cette situation? Et encore plus récemment, puisque ça date de 15 jours, les ARS, dans le cadre de la modification du budget de la sécurité sociale, ont reçu des instructions qui leur permettent, pour les 5 ans qui viennent, de monter des expérimentations avec les ambulanciers privés, notamment. Le cadre ne précise pas s'il s'agit d'expérimentation qu'une visée médico-économique ou médicale pure, mais on pourrait tout imaginer. Les circonstances, bien sûr, vont aussi influencer très largement sur ce qu'on peut demander et pas demander. Ce n'est pas la même situation lorsque c'est une situation réglée, donc prévisible à l'avance, mais qu'on n'aurait pas anticipé. C'est autre chose de se trouver en situation d'urgence où le besoin est pressant et où l'intérêt du patient commande, mais les textes ne suivent pas. Ensuite, dans les évolutions actuelles, quelle est la place de toutes les formes de téléassistance ? Téléprescription, télédiagnostic et de télésurveillance. Vous avez dans le hall avec les exposants des firmes qui vous proposent du matériel portable, installable à domicile avec des transmissions via Internet permettant de faire de la télésurveillance à domicile. On peut imaginer qu'il y a un médecin à l'autre bout qui regarde ce qui se passe, mais qui va installer l'appareil, qui en assure le bon fonctionnement, etc. Si ce ne sont les professionnels de santé qu'on trouve aujourd'hui en HAD, dans les EHPAD. Beaucoup d'EHPAD ne fonctionnent la nuit qu'avec des aides-soignantes. Là aussi, on peut être amené à leur demander des choses qui n'entrent pas dans leur domaine de compétences. Ces évolutions technologiques permettraient d'avoir, à partir d'un point de surveillance, ça pourrait être un SAMU, une centre de régulation de SAMU par exemple, exercer une surveillance sur la prescription qui a été faite et de vérifier d'une part que la prescription a été respectée, que d'autre part, si l'état du patient se dégrade, on puisse intervenir rapidement. Il y a ensuite les mauvaises raisons contre lesquelles il faut lutter. Le premier, c'est le poids de la démographie. C'est-à-dire on est obligé de le faire parce qu'il n'y a plus de médecins. C'est un petit peu dommage et un peu pauvre comme argument. Je pense que c'est pour plager une publicité. On peut le demander aux gens parce qu'ils le valent bien. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois les capacités intellectuelles et si on y met un peu d'intérêt, les capacités technique d'apprendre. Il ne faut pas avoir fait des études extraordinaires pour apprendre à coller 6 ou 8 électrodes pour faire un électrocardiogramme. L'interprétation, c'est autre chose, encore que, on verra. Mais au moins, pour installer un appareil et télétransmettre un ECG, ça ne demande pas des compétences extraordinaires. Il y a le poids des corporatismes. Il ne faut pas se leurrer avec la suivante, la défense du précaré, qui sont 2 obstacles majeurs. Je prêche pour ma paroisse aussi, et il faudra beaucoup convaincre les médecins que c'est possible de le faire. Et puis enfin, le grand obstacle, l'obstacle médico-légal, mais c'est pas possible parce qu'on n'a pas le droit, de le faire. Alors il est intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. Ici, on est à Strasbourg, on est une zone frontalière, notamment avec les pays germaniques et un peu les pays nordiques. Et on se rend compte quand même qu'en France, on n'est pas très en avance sur la délégation d'un certain nombre de gestes aux paramédicaux, notamment pour nos voisins immédiats, allemands par exemple. Quand on regarde un peu tous ces pays ont un certain avantage sur nous, c'est que leur système de santé, notamment préhospitalier, ne dépend pas de l'hôpital. Il est totalement autonome, il est parfois assuré par des organisations, des ONG, pour nos voisins du Bade-Wurtemberg qui sont en face. C'est la Croix-Rouge allemande, la DRK, qui, depuis des années, a un monopole à la fois de la réception des appels d'urgence, de l'intervention comme ambulancier privé et également comme ambulancier de type SMUR. Et dans le nord de l'Allemagne, région de Hambourg, par exemple, particulièrement pauvre en médecins, eh bien, ces équipes peuvent intuber, par exemple, peuvent endormir un patient avec de la kétamine. Alors, ce ne sont ni des infirmiers, c'est un peu sur le modèle paramédics américain, c'est des formations très particulières, très ciblées sur certaines choses, protocolisées, mais ça montre bien que sans avoir des compétences extraordinaires, on peut faire fonctionner un système, parce qu'a priori, les Allemands ne meurent pas plus que nous.
Pendant qu'on s'interroge, nous, sur est-ce qu'un ambulancier peut faire un électrocardiogramme et le transmettre, eh bien, aux États-Unis, cette publication qui date de l'année dernière, eh bien, on s'interroge on essaie de trouver quelle est la meilleure méthode pédagogique possible pour que des étudiants ambulanciers de première année soient capables d'interpréter correctement un sous-décalage du segment ST. Ça laisse un petit peu pantois sur la capacité qu'ils ont à transmettre des formations à des personnels qui, eux aussi, sont sur le même modèle, ne sont pas des hospitaliers, ils sont totalement indépendants de l'hôpital et effectuent ces tâches. Alors, bien entendu, il y a des conditions qu'il faut respecter. Ça suppose qu'au niveau de la formation et indépendamment des évolutions juridiques, on en parlera après, je pense qu'il y a la nécessité d'avoir vraiment un contenu de formation adapté. Est-ce qu'aujourd'hui les enseignements et leurs programmes sont adaptés ? Par exemple, de ce que j'avais pratiqué moi en tout cas, n'entre pas dans l'enseignement standard d'un ambulancier actuel les éléments de reconnaissance d'un accident vasculaire cérébral. Et Dieu sait que c'est une pathologie intéressante et pour laquelle on met des filières d'admission rapide, etc. Et pourtant, les premiers intervenants, secouristes, ambulanciers, sont très peu formés, voire pas formés du tout, à la reconnaissance de ces situations. Ça suppose aussi d'avoir des outils de validation qui permettent de s'assurer que le contenu des formations est bien passé. Et puis ça pose, je les remets à la fin, le problème de la formation des formateurs. Ça rejoint un peu un débat d'hier, de savoir quelle devait être la compétence des formateurs qui vont enseigner, notamment dans les IFA, dans les IFSI, dans les CESU. Et bien sûr, comment est-ce qu'on évalue cette activité aux Pays-Bas, par exemple, pour le préhospitalier, les deux intervenants qui sont sur ambulance, qui ont en général une formation de type infirmier, un peu format IAD, disposent d'un carnet électronique dans lequel ils notent tous les actes qu'ils font, et cette activité est évaluée par un organisme privé, indépendant de toute structure, sur la nature des actes qu'ils ont faits, quantitativement et qualitativement, et si les gens n'ont pas atteint certains quotas pour un certain type d'acte, eh bien on les renvoie à l'hôpital, notamment au bloc opératoire, pour qu'ils repratiquent un certain nombre d'activités avant de les relâcher sur le terrain. Voilà, j'en ai terminé avec une pensée profonde d'Einstein.